puis, hop, et là tu peux mettre un petit... D'accord. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonjour à tous, bonjour à toutes, en fonction de l'heure à laquelle vous me recevez. Alors, je suis Olivia Betoé-Bievi, je suis avocate et docteur en droit et je suis également la fondatrice de la plateforme Jurono. C'est la plateforme en fait qui a vocation à aider tous les étudiants en première année qui commencent leur première année de droit et qui n'ont pas forcément la méthode de travail. Alors moi, pour me présenter rapidement, j'ai donc mis sur pied cette méthode de travail. Si vous voulez, lorsque je suis arrivée à la fac de droit, je n'avais pas nécessairement les conseils qu'il fallait. Quand on arrive à la fac, il y a quand même un gros moment de solitude. On ne sait pas vers qui se tourner, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc, mon expérience, elle est venue de là. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, répondez. Oui, vous m'entendez? Alors, je vais écrire. Ah, bonjour Vanessa. Ah oui, bonjour Sylvie. Ah oui, alors, c'est parfait. Vous m'entendez. Très bien. Alors, on va commencer. Vous venez d'où? Vous pouvez écrire, je vous lis. Vous venez d'où? Ah oui, je vois. Bonsoir Vanessa Rouen. Très bien. Alors, c'est parfait. Voilà. Alors, on va donc travailler sur le commentaire d'arrêt et particulièrement le problème juridique. Comment on fait le problème juridique? N'hésitez pas à m'arrêter, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à poser des questions. Déjà, est-ce que vous avez l'arrêt sous les yeux? L'arrêt du 11 décembre 1992, vous l'avez? Non, non, vous me répondez comme ça. Si vous l'avez, c'est bien. Et si vous ne l'avez pas, je vous laisse le temps de le prendre, de le trouver. Alors, vous tapez arrêt du 11 décembre 1992. Je vous donne le numéro de pourvoi. Alors, voilà, je vous l'écris sur numéro de pourvoi. 99 on. En principe, si vous tapez la référence dans Internet, vous trouvez. Donc, c'est un arrêt qui a été rendu en assemblée plénière par toutes les chambres de la Cour de cassation. L'assemblée plénière veut dire que toutes les chambres de la Cour de cassation. La Cour de cassation, elle est composée de 6 chambres, en fait. Donc, il y a 3 chambres civiles, une chambre commerciale, une chambre sociale et une chambre criminelle. Donc, en assemblée plénière, ça veut dire que toutes les chambres se sont réunies pour pouvoir rendre une décision. Elles ont donc rendu un arrêt de cassation. Voilà. Alors, par rapport à cela, voilà. J'espère que vous avez coupé toutes les sources de distraction, tout le logiciel, voilà. MSN, Messenger, Outlook, tout ce que vous avez. Concentrez-vous parce que ça va aller très vite. Ça va durer 1 heure, mais ça va aller très vite. Donc, concentrez-vous et voilà. Prenez des stabilos. Moi, j'en ai parce que vous en aurez besoin. On ne sait jamais. Un stylo et voilà. Et une feuille pour prendre des notes. Vous m'entendez? Alors, c'est très bien. Dans ce séminaire, nous allons en fait travailler autour de 6 principaux points dans ce séminaire. Point, identifier le type d'arrêt. Qu'est-ce qu'un arrêt de rejet? Qu'est-ce qu'un arrêt de cassation? Parce que en fonction du type d'arrêt que vous avez à commenter, le problème juridique ne se trouvera pas de la même manière. Ensuite, dans le deuxième point, nous allons identifier les parties. Donc, qui est la personne qui a formé le pourvoi ou qui s'est pourvu en cassation? Quelles sont les différentes juridictions qui ont été saisies
Alors, est-ce que c'est un tribunal d'instance? Est-ce que c'est un tribunal de grande instance? S'il y a une cour d'appel, oui, quelle est-elle? Ensuite, nous allons identifier les thèses des parties en présence. Donc, je vais vous expliquer comment identifier la thèse après fonction de celui qui a formé le pourvoi, de celui qui a fait la demande, et que disait la cour d'appel pour que le pourvoi soit formé. Dans le 5e point, apprendre comment formuler le problème juridique. Et dans le 6e point, nous verrons comment, voilà, comment justement pratiquer ça, appliquer ça au concret. C'est la raison pour laquelle je vous demande de trouver les références en 1992. Vous l'avez trouvé ou pas? Vanessa, vous l'avez trouvé? Sylvie? N'hésitez pas, hein, si vous me trouvez, si vous avez trouvé, voilà, très bien Sylvie. Voilà, très bien. Alors, donc, comme je le disais, moi je suis, j'ai un long parcours en droit. Je ne sais pas comment vous avez. Ah, très bien, Corinne qui est là aussi. Coucou Corinne. Alors, moi je vous disais, ça, j'ai un très long parcours en droit. J'ai fait mes études de droit, j'ai atterri en droit en fait, après avoir raté un DEC de langue. Et quand je suis arrivée, comme je le disais, il n'y avait personne. La fac, elle est très bien. Les enseignements dispensés sont très bien. Mais il y a beaucoup de conseils à côté que l'on ne donne pas qui pourraient faciliter et alléger la formation qui est dispensée. Alors voilà, là où je prodigue plein de conseils, aussi bien sur le plan du droit que sur le plan de la confiance en soi, comment avoir confiance en soi pour réussir ses études. Moi, j'ai été chargée de TD à la faculté de droit d'Aix-en-Provence. Je suis passionnée de théâtre, c'est aussi la raison pour laquelle je suis avocate, j'ai fait avocate et j'adore transmettre le savoir, j'adore transmettre l'expérience. Et moi, je suis persuadée aussi que l'humain est la première des richesses. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette plateforme. Pardon, moi, quand je suis arrivée à la fac, je travaillais à côté. Je n'étais pas étudiante en temps plein, à temps plein autant pour moi. J'ai réussi à concilier vie privée, vie professionnelle, vie personnelle. Donc, j'ai appris à gérer mon temps, à gérer les priorités. J'ai dû développer des mécanismes pour réviser, étudier de manière efficace et productive. Et d'ailleurs, j'ai créé la chaîne Juris-Chrono, la chaîne YouTube Juris-Chrono, sur laquelle vous trouvez tous les conseils justement en rapport avec l'efficacité pour réussir à concilier le tout. Donc, cette formation, c'est tout ce que je n'ai pas appris à la fac que je dispense à travers ces enseignements. Les premiers mois à la fac ont été hyper difficiles et j'ai failli abandonner parce que, voilà, il y avait personne pour me tenir la main. On ne m'avait pas préparé aux études, on me demandait qu'à réussir. Alors que je trouvais les cours accessibles, je n'avais pas la méthode. Et franchement, ça me saoulait. Donc, je veux vraiment aider les premières années à réussir. Je veux vraiment donner des conseils, comment gérer ses priorités, comment s'organiser. En un mot, c'est carrément vous rendre la vie facile. Et vous verrez d'ailleurs qu'aujourd'hui, je suis tellement épanouie dans ma profession et je suis assez surprise. Arrêtez-moi si vous avez des questions à me poser. Voilà, dans ma ville, je commence à exercer, j'exerce, je commence à être un peu à l'aise avec l'exercice de la profession, les plaidoiries, le maniement justement des concepts juridiques. C'est mon expérience vraiment que je veux partager avec vous et que je veux échanger. Donc voilà, j'espère que vous êtes tous prêts et que vous avez trouvé les références de l'arrêt tout ce temps que vous êtes. Donc je vais vous expliquer aussi comment chercher à la BU, comment chercher sur les bases de données, je vous mets à travers cette formation. Donc, pour revenir à ce qui nous importe aujourd'hui, pour en revenir au sujet justement de notre webinaire, c'est le commentaire d'arrêt qui est l'exercice le plus redouté des étudiants. Lorsque j'étais chargée de TD, j'avais fait un constat. Les étudiants avaient beaucoup de mal, beaucoup de difficultés parce qu'ils ne trouvaient pas le problème juridique. Or, un problème juridique trouvé, un bon problème juridique trouvé, forcément, le plan qui répond au problème juridique sera aussi bon.
Et il faut savoir une chose, c'est que l'introduction, dans la notation du commentaire d'arrêt, l'introduction compte à lui seul, au moins, compte à elle seule, au moins pour 8 points. Donc, si vous avez maximisé dans l'introduction, en trouvant un problème juridique, en faisant une super balance de plans qui correspond et qui répond au problème juridique auquel d'arrêt, vous l'avez déjà compris. Donc, ce n'est pas sorcier. Mais ce qui vous manque souvent, c'est la méthode. Donc, je vous rappelle alors les 6 points. Nous allons identifier le type d'arrêt. Est-ce que vous savez faire la différence entre un arrêt de rejet et un arrêt de cassation, par exemple? Sylvie, Corinne, Vanessa, on vous en a parlé un peu de ces différences-là ou pas? Oui? Très bien. Et quelles sont les premières différences qu'on vous a dit? Qu'est-ce qu'un arrêt de rejet? Qu'est-ce qu'un arrêt de cassation? Je vous lis en même temps, hein? Corinne, un peu, qu'est-ce que tu entends par un peu? Rejet du pourvoi, oui, très bien. Arrêt de rejet, rejet du pourvoi, c'est très bien Sylvie. Et Vanessa, un arrêt de cassation, un arrêt de rejet. Est-ce qu'on vous en a parlé un peu à la fac? Est-ce qu'on vous a au moins dit ce que c'est? Très bien, je vois que Vanessa et Sylvie, très bien, vous avez compris. Est-ce que vous connaissez la structure type? Est-ce que on vous avez identifié la structure type d'un arrêt de cassation et la structure type d'un arrêt de rejet? Oui, Vanessa dit qu'elle a vu des vidéos sur le sujet. Et je vois que Corinne me dit non. Alors, très bien, Vanessa, un rappel ne ferait pas de mal. Eh bien, ça tombe bien parce que c'est le premier que nous allons aborder dans ce webinaire. Comment identifier le type d'arrêt à commenter? C'est très bien. Voilà. Alors, vous avez donc 2 types d'arrêt. Déjà, ce qu'il faut retenir, est-ce que vous êtes tous en première année de droit? Vous commencez tous le droit ou quels sont vos profils? Vous êtes tous à la fac de droit? Les Corinne sont en train de me répondre. Capacité première année. Courage, Corinne. Faudra m'écrire sur coaching, oui, coaching-contact@jurischrono.com. Oui, à distance, en plus de mon boulot. Ah oui, Sylvie. Vanessa, oui, elle est en master 1, mais par passerelle. Voilà. Oui, voilà, oui, je vois, voilà. Donc, c'est très bien. On va apprendre à identifier, dans ce premier point, on va apprendre à identifier un arrêt de cassation et un arrêt de rejet. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que, comme vous l'avez si bien souligné, dans un arrêt de cassation, en général, c'est celui qui s'est pourvu en cassation. Un arrêt déjà, il y a quelqu'un, si vous voulez, dans un contentieux, il y a quelqu'un qui ne va pas être d'accord avec une décision qui a été rendue au second degré, en seconde instance, par une cour d'appel. Il va se pourvoir, il faut utiliser les mots appropriés, il va se pourvoir en cassation ou alors former un pourvoi en cassation. Donc, il se présentera devant les juges de la cour de et il dira, voilà, moi, j'ai demandé ça, il m'a été dit ça par telle juridiction parce que j'estime qu'elle a mal lu le droit et je souhaiterais que vous preniez position. Donc forcément, vous verrez que dans un arrêt de cassation, il y a toujours une cour d'appel lorsque, bien sûr, la procédure que vous avez retracée montre que la cour d'appel, c'est la décision de la cour d'appel qui est contestée. Il y a toujours une cour d'appel qui a rendu une décision. Et là, comme vous l'avez bien dit, l'arrêt de cassation va faire droit à celui qui a formé le pourvoi. Donc, l'arrêt de cassation va casser l'arrêt
la cour d'appel et dire que celui qui a formé le pouvoir, le demandeur au pouvoir, a eu raison. Dans la structure d'un arrêt de cassation, vous avez le visa. Le visa, ce sont les textes de loi sur lesquels s'appuie la Cour de cassation pour rendre la décision qu'elle va rendre. Ensuite, le chapeau. Le chapeau reprend soit les faits ou alors explique des grands principes des textes de loi sur lesquels elle s'appuie. Vous verrez que ça commence par, vu l'article 8 de la Convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 9 et 57 du Code civil, c'est ce qu'on appelle le visa. Le visa. Ensuite, on a le chapeau. Le chapeau, la Cour d'appel, la Cour de cassation, autant pour moi, va expliciter les concepts légaux, les concepts qu'elle dégage du texte de loi. Elle rappelle les faits et la procédure. Le rappel des faits et de la procédure commence par l'introduction de l'expression « attendu que ». Vous m'entendez, vous me suivez? Sinon, vous m'arrêtez. Si vous trouvez que je vais trop vite, vous m'arrêtez. Très bien. Vous avez tous l'arrêt. Très bien. Voilà. Donc, je vous expliquais que ça, dans un premier point, le chapeau qui explique le visa, parce que dans le visa, la Cour de cassation vise les textes de loi sur lesquels elle se fonde pour rendre sa décision. Le chapeau qui est une sorte de concepts légaux sur lesquels elle s'appuie pour rendre sa décision. Ensuite, les faits et la procédure qui commencent par « attendu que ». Le premier attendu que est un rappel des faits et de la procédure. Le second attendu est un rappel de l'argumentation de la Cour d'appel. Et ensuite, sa solution à elle qu'elle donne, qui se reconnaît par les expressions suivantes, constatuant ainsi, alors que. Et ensuite, le dispositif, par ses motifs, casse et annule. Voici la structure d'un arrêt de cassation. Donc, ce qu'il faut retenir dans un arrêt, à comment chercher le visa. Si vous voyez un visa de suite, sachez que c'est un arrêt de cassation. Et si vous voyez le visa, ça veut forcément dire cassation. Il faudrait que ce soit des mécanismes dans votre cassation. Cassation, alors c'est que un pourvoi. S'il a formé un pourvoi, c'est qu'il n'était pas d'accord avec quelque chose. Donc, il y a une décision de la Cour d'appel que la Cour de cassation critique, rejette. C'est comme ça qu'il faut analyser. Vous savez que vous êtes dans un arrêt de cassation. Ça, c'est déjà fait. Ensuite, ça, c'est pour ce qui concerne la structure d'un arrêt de cassation. Donc, si vous avez le webinaire, vous avez normalement sous vos yeux un récapitulatif où j'ai mis la Cour, vu l'article, vous voyez les visas, attendu qu'il résulte de ce texte, vous retrouverez toujours le même type d'organisation. En tout cas, pas pour le moment, j'espère. Et j'espère que ça ne changera pas parce que c'est tout un chamboulement pour moi qui a été conditionné à ces décisions-là et il faudra se réadapter. Mais bon, c'est aussi ça les juristes, on sait se réadapter. Donc, vous aurez compris comment est structuré un arrêt de cassation. Ensuite, l'arrêt de rejet. Alors, un arrêt de rejet, vous m'avez dit que l'arrêt de rejet, lorsque la Cour de cassation rejette le pourvoi rendu, rejette le pourvoi que forme le demandeur et donc va dans le sens de la Cour d'appel. Vous m'avez suivi, vous suivez? Donc, à ce stade-là, vous êtes capable de dire que l'arrêt de cassation, c'est l'arrêt pour lequel la Cour de cassation va dans le sens du demandeur. Là, vraiment, je schématise, hein, je schématise pour que ça soit facile pour vous. L'arrêt de cassation, c'est l'arrêt dans lequel la Cour de cassation va dans le sens du demandeur.
de celui qui a formé le pourvoi. Et l'arrêt de rejet, c'est l'arrêt dans lequel, il porte bien son nom, la Cour de cassation va rejeter le pourvoi. Elle ne va pas faire droit à la demande de celui qui a formé le pourvoi parce qu'elle estime que la Cour d'appel n'a absolument rien à voir. De suite, vous avez les faits. Qui se matérialise par ça, attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que. C'est toujours comme ça qu'un arrêt de rejet commence. Ensuite, après avoir fait le rappel des faits, la Cour de cassation, de suite, met en lumière la thèse du pourvoi, donc de celui qui a formé le pourvoi, qu'il est fait grief à l'arrêt. Ensuite, elle rend sa solution où elle dit, mais attendu que, elle va refuter les arguments du demandeur, puisque dans la thèse du pourvoi, elle explique pourquoi, dans la partie pourvoi, elle explique pourquoi le demandeur fait grief à l'arrêt rendu par la Cour d'appel. Et ensuite, quand elle rend sa solution, elle dit, mais attendu que, réfutation. Ensuite, elle rejette le pourvoi. Vous voyez que c'est complètement différent. Arrêt de cassation, visa. Arrêt de cassation, casse et annule, parce qu'elle fait droit à ce que demande celui qui a formé. Elle ne va pas dans le sens de celui qui a formé le pourvoi, mais au contraire, elle va dans le sens de la Cour d'appel. Ce sont des éléments comme ça. Ce sont des structures et des schématiques comme ça que vous devez avoir systématiquement. Aujourd'hui, quand on vous donne un arrêt à commenter, vous devez être à même de le lire et de dire, allez, Olivia nous a dit, arrêt de cassation, c'est ça, 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 ça. Je cherche le visa. Ah, tiens, je suis dans un arrêt de cassation. Ah, tiens, mais là, il n'y a pas de visa. Rejette le pourvoi. Je suis dans un arrêt de rejet. Rejet du pourvoi. Ça veut dire qu'elle rejette le pourvoi qui a été formé par le demandeur, qu'elle va dans le sens de la Cour d'appel. Ce sont des éléments aussi simples. Mais vous verrez, lorsque vous aurez des commentaires d'arrêt à faire, ce sera beaucoup plus facile. Donc, la structure d'un arrêt de rejet, on l'a vu. Vous m'entendez? Vous me suivez? Ah, Sylvie? N'hésitez pas à m'arrêter, à poser des questions. Là, vraiment, c'est une grosse introduction, mais je déplaie le terrain. Oui, oui, c'est très bien. Très bien. Alors, on continue. Voilà. Alors, comment identifier les parties en présence? Le deuxième point de notre webinaire. Est-ce que vous savez un peu comment identifier les parties en présence? Oui? Ah, il y a Clarisse qui est là. Bonjour Clarisse. Clarisse aussi répond oui. Défendeur, demandeur. Bon, très bien. Quand je parle de comment identifier les parties en présence, autant pour moi, en fait, je parle du demandeur. Vous verrez qu'en général, bonjour Clarisse, dans un arrêt rendu par la Cour de cassation, il y a toujours quelqu'un qui fait pourvoi. Il y a toujours quelqu'un qui a une prétention et qui dit « je ne suis pas d'accord avec ça ». C'est sa thèse qui est la plus importante. Dans l'arrêt à commenter, vous l'avez sous les yeux ou pas? Vous avez pu le trouver? Corinne, Vanessa, Sylvie, Clarisse, vous avez... Vanessa me répond oui. Je vous donne les références. Ce sera plus facile. Je te donne les références de l'arrêt. Numéro de pourvoi. Voilà, je donne 99, 91 autant pour moi. 91, tiré. Voilà. Alors, normalement, si vous tapez cette référence dans Internet, vous devrez pouvoir le trouver, cet arrêt. Ah, Corinne est arrivée en retard, d'accord. Alors, Sylvie et Vanessa, puisque vous avez l'arrêt sous les yeux, est-ce que vous avez pu identifier la partie, celui qui a formé le pourvoi?
Ah, Yassi. Très bien. Très bien, Sylvie. Plus ah oui. Monsieur René X. Très bien. Très bien. Monsieur René X. Donc là, vous savez qu'en lisant l'arrêt, en général, cela se retrouve dans le rappel des faits. Hein. Là, on est vraiment dans un arrêt de cassation typique d'assemblée plénière. On est vraiment dans le rappel des faits. Voilà, attendu que Monsieur X, attendu que les consorts tels, en général, ne cherchent pas plus loin. C'est mathématique, c'est pratique, ça doit être des réflexes. Vous avez identifié qui est le demandeur, celui qui a formé le pourvoi. C'est très bien. Ensuite, une fois on a identifié celui qui a formé le pourvoi, c'est très bien, on va retracer la procédure ensemble. Quelles sont les juridictions qui ont été saisies? C'est le fameux rappel des faits et de la... Oui, c'est ça, c'est un arrêt, c'est monsieur... Vanessa, tu l'as trouvé? Je redonne les références, comme ça ce sera pratique. 99, 11 décembre 1992, hein? 99, 11, 900, du 11, 12. Voilà. Donc, vous avez l'arrêt sous vos yeux pour la plupart. On va donc ensemble identifier comment retracer la procédure. Très bien, merci Sylvie. Donc, dans le identifier la procédure, c'est le bon arrêt, c'est exactement celui-là. Voilà, c'est ça, c'est celui-là avec Monsieur René X, voilà, c'est celui-là. Donc, dans comment identifier la procédure, vous l'avez compris, il s'agit de connaître les juridictions qui ont été saisies. Vous les retrouvez dans le rappel des faits. Le rappel des faits, dans un arrêt de cassation, se situe en général après le visa et le second attendu. Si vous avez l'arrêt, vous verrez que cela colle parfaitement à ce que je dis. Donc, notez dans votre tête que la procédure, on identifie d'abord le visa. Le premier attendu, nous sommes dans le cas d'un arrêt de cassation. Le premier attendu qui fonde les textes de loi qui sont dans le visa. Le rappel des faits se retrouve dans le second attendu où on donne l'identité de celui qui a formé le pourvoi ou de celui qui s'est pourvu en cassation. Là, dans l'arrêt que nous allons commenter ensemble, attendu que René X, né le 3 mars 1906 masculin, et que s'étant depuis l'enfance considéré comme une fille, il s'est, dès l'âge de 20 ans, soumis à un traitement hormonal et a subi à 30 ans l'ablation des organes génitaux externes avec création d'un néovage. Qu'à la suite de cette première juridiction saisie, première juridiction saisie, il a saisi le tribunal de grande instance de demande tendant à la substitution sur son acte de naissance de la mention sexe féminin à celle de sexe masculin ainsi qu'au changement de son prénom. À ce stade, en examen ou à la maison, vous devez avoir des stabilos
couleurs différentes. Voilà. C'est pas un mythe, hein, d'étudier en droit. Vous m'écoutez, vous me suivez? Corinne, Vanessa, Sylvie, vous me suivez? À ce stade, déjà, vous devez avoir plusieurs stabilos différents parce que vous pourrez surligner les différents éléments. Toute l'ossature que je vous ai donnée précédemment, les stabilos doivent vous aider à mettre cela en lumière. Je vais vous montrer moi mon arrêt, celui que j'ai travaillé avec vous, vous voyez? Voilà. On ne va pas le voir bien, mais c'est pour vous montrer à quel point le stabilo est important. En fonction des couleurs, je surligne ce que j'estime être important, de façon à ce que lorsque j'aurai ma fiche d'arrêt à faire ou que je serai en examen, je sais quels éléments, telle couleur me rappelle ça, telle couleur me rappelle ça. Donc, c'est important. Et que M. René, qui est celui qui a formé le pourvoi, même lorsque vous allez écrire, lorsque vous faites votre fiche, vous ne dites pas « oui, celui qui est allé devant la Cour de cassation, non. Celui qui a saisi la Cour de cassation, non. » Si vous avez fait votre coaching avec Olivia, vous devez être capable de dire « celui qui a formé le pourvoi, celui qui s'est pourvu en cassation ou alors le demandeur au pourvoi. » Il faut employer les exacts. Donc ici, le demandeur au pourvoi, on a compris que c'est M. René, a d'abord saisi le tribunal de grande instance. Il semblerait que lorsqu'on lit la décision, le tribunal a décidé, en effet, que monsieur peut s'appeler René, donc pouvez voir changer son prénom et voir féminiser son prénom, mais les autres prétentions n'ont pas été reçues. Et l'autre prétention, quelle est-elle? Est-ce que vous lisez un peu l'arrêt? Vous me suivez? Sylvie et Clarisse sont en train de me répondre. Vanessa, tu es là? Voilà, très bien Sylvie. Donc, Sylvie me dit que l'autre prétention, non seulement il voulait changer, il voulait féminiser son prénom, mais il voulait également être reconnu de sexe féminin. À ce stade, vous devez avoir vos notions de cours sur l'état des personnes qui doivent ressortir. Donc, il souhaitait la mention, la transmission sur son registre d'état civil. Il voulait que son registre d'état civil soit modifié. En l'occurrence, que l'on change le sexe masculin en sexe féminin. Et apparemment, de ce que me dit la décision, le tribunal de grande instance n'a pas fait droit à l'autre demande, donc que l'on change la mention du sexe. Qu'est-ce qui se passe? Il a donc fait appel, il a interjeté appel. Je vous donne des bonnes expressions à utiliser. Soit vous dites faire appel ou interjeter appel. Monsieur René, Madame René, je ne sais plus, Monsieur René pour le moment, a interjeté appel. Il a demandé à ce que sa demande soit reçue. Là, on est en train de retracer la procédure. En cassation, qu'est-ce que cela veut dire? Puisqu'il a formé un pourvoi, puisqu'il s'est pourvu en cassation, qu'est-ce que cela veut dire du coup? Corinne, Clarisse, Vanessa, Sylvie. Très bien, Vanessa. Vanessa dit, la Cour d'appel a confirmé arrêt de confirmation de la part de la Cour d'appel. Et n'oubliez pas, hein, une cour rend des arrêts. Que ce soit la Cour d'appel, la Cour de cassation, la Cour européenne
des droits de l'homme rend des arrêts. La décision rendue par une cour s'appelle un arrêt. La décision rendue par un tribunal s'appelle un jugement. Là aussi, ne me sortez pas oui en première instance, ne me dites pas oui le jugement rendu par la cour d'appel ou la cour en moins. Donc voilà. Du coup, vous avez compris qu'il a saisi le tribunal de grande instance. Le tribunal de grande instance a fait droit à une partie de sa demande, mais a rejeté l'autre demande. Donc, il saisit la cour d'appel. La cour d'appel confirme la décision, comme a dit Sylvie, arrêt de confirmation. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait alors. Puisque la cour d'appel confirme la décision, le jugement rendu par le tribunal de grande instance, qu'est-ce qu'il fait? Employer la bonne expression, l'expression juridique qui va avec. Très bien, Vanessa, il faut que le pouvoir clarifie. Très bien, il se pourvoit en cassation. Très bien. Eh bien, nickel, vous avez compris. Donc, il va devant la cour de cassation. À ce stade, vous avez compris comment justement retracer la procédure. Vous savez comment identifier le demandeur au pourvoi. Vous avez compris qu'on parle de demandeur au pourvoi. Vous avez compris qu'on parle de se pourvoir en cassation ou de fruit que si on arrive en cassation, c'est que une cour d'appel a rendu une décision, a rendu un arrêt qui ne satisfait pas celui qui forme le pourvoi. Ça, vous l'avez compris. Alors, dans le quatrième point, là, nous avons fini le troisième point. Dans le quatrième point, nous allons identifier les thèses défendues par les différentes parties. Nous sommes tous d'accord là. On a M. René qui a des demandes d'appel sur laquelle la Cour de cassation va se pencher. La Cour d'appel a compris ce que demandait M. René et pourquoi elle n'a pas fait droit à la demande de M. René. Alors, à ce stade, vous avez tous les arrêts sous les yeux. Vous avez compris, on a identifié les parties, on a retracé la procédure, on a employé les termes juridiques qui vont avec. Qui peut me formuler de René? Qui peut essayer de me formuler la demande de René? Essayez tout autant que vous êtes. Vanessa, Corinne, Sylvie, Clarisse, essayez de me formuler. D'ailleurs, je suis contente que vous soyez là ce soir. Essayez de me formuler la demande en essayant d'être, en essayant de faire référence à des notions en cours en fait. Essayez de former la demande, de la formuler plutôt. Et là, pour ce faire, vous analysez la partie dans laquelle la Cour de cassation va rappeler les faits d'espèce. Donc, voilà, le second attendu, où il dit attendu que M. René, c'est celui dans lequel la Cour de cassation rappelle les faits d'espèce. Donc, vous êtes en train de le lire, je sais. Je vous ai dit à ce stade, normalement, vous auriez dû avoir une version papier et des stabilos. Mais bon, c'est pas grave. Je l'ai fait pour vous. Regardez. Voilà. C'est ça quoi servent les... Donc, nous sommes tous dans le second attendu que nous lisons. Je vous laisse le temps de le lire. N'hésitez pas à écrire, essayer de formuler avec vos mots et puis en essayant vraiment d'être un tant soit peu juridique dans vos formulations. Je vais la relire. Attendu que M. René X a été déclaré sur les registres de l'état civil comme étant du sexe masculin et que s'étant depuis l'enfance considérée comme une fille, lycée, dès l'âge de 20 ans, soumis à un traitement hormonal et a subi à 30 ans l'ablation de ses organes génitaux externes avec création d'un néovagin. Là, nous sommes dans le rappel des faits, ce qui conduit aujourd'hui au contentieux. Qu'à la suite de cette opération,
substitution sur son acte de naissance de la mention sexe féminin à celle de sexe masculin, ainsi qu'au changement de son prénom. Que le tribunal a décidé que M. X se prénommerait René, mais a rejeté ses autres prétentions. Que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges au motif que la conviction intime de l'intéressé d'appartenir au sexe féminin et sa volonté de se comporter comme tel ne saurait suffire pour faire reconnaître qu'il était devenu une femme. Et que le principe de l'indice à ce qu'il soit tenu compte des transformations obtenues à l'aide d'opérations volontairement provoquées. Donc, normalement, dans le second attendu de votre arrêt de cassation, vous devez trouver les demandes de celui qui a formé le pourvoi. Vanessa me répond, Vanessa me dit, donc Vanessa, il faudra reformuler en me disant, Monsieur René X demande la modification de la mention de son sexe sur son registre d'état civil de masculin à féminin. Il y a deux demandes. Si tu lis bien Vanessa, tu verras qu'il y a deux demandes. Il y a une qui a été accueillie et il y a l'autre qui n'a pas été accueillie en première instance et aussi bien en seconde instance par la cour d'appel. Remis. Corinne, tu es là? Sylvie, tu suis? Ça, c'est la partie la plus délicate. C'est celle qui montre qu'on a compris. Voilà. Il voulait le changement de prénom qui a été accueilli en première instance. Ce sont des choses comme ça qu'il faut faire ressortir dans l'introduction. C'est pour ça que je veux vraiment qu'on insiste là. Il faut vraiment que vous le compreniez, que dans le second attendu, c'est le rappel des faits. Et dans le rappel des faits, vous êtes censé trouver les demandes que forme celui qui s'est pourvu, qui se pourvoit en cassation. Sylvie répond, il demande qu'ensuite de sa transformation physique, il soit reconnu de sexe féminin et changement de son prénom. Tout à fait. Et qu'est-ce qui se passe? Que fait le tribunal de grande instance alors? Parce que là, vous avez noté deux demandes. Changement de prénom, deuxième demande, changement de sexe. Qu'est-ce qui se passe alors? À ce stade, vous devez, il faut que ça doit fuser. Question pour une championne. Sylvie dit rejet de son changement d'état civil. D'accord? Mais il faut expliquer là. Il y a un rejet, oui, mais il manque des trucs, il manque des choses. Rejet de son. Mais il y a quelque chose. Voilà. Tout à fait. Vanessa répond. Le tribunal, très bien. Je vois, Vanessa répond. Le tribunal accepte la demande de changement de prénom, mais refuse le changement de la mention de sexe sur le registre d'état civil. Nickel. C'est ça en fait. Quand on vous dit quelles sont les prétentions du demandeur, quelle est la demande de celui qui a formé le... C'est ce que vous devez faire ressortir. Très bien Sylvie. Sa transformation physique ne suffit pas à changer l'état de sexe. Voilà. Clarisse répond, le tribunal accorde à M. R le changement de prénom. Vous avez compris. Il faut faire ressortir ça. Quand on vous demande quelles étaient les prétentions du demandeur, quelle est la demande, tellement à ne parler que de ce qui a été refusé. Non. S'il y a deux éléments comme dans cet arrêt, c'est pour ça que je l'ai choisi, parce qu'il est vraiment très caricatural, vous devez être capable de dire, voilà, M. René a fait donc pourvu en cassation, très bien, ou a formé un pourvoi en cassation, a demandé le changement de son prénom sur son registre d'état civil ainsi que la mention de son sexe. Les juges de première instance ont fait droit à la première droit à la seconde demande,
en ce qui concerne le changement de son sexe. Voilà. C'est comme ça que vous devez expliquer. Ne vous contentez pas de dire oui, il a fait ça et puis non. Il faut expliquer. Donc, il faut remonter. Voilà. C'est exactement ça. Il faut remonter à la première instance, même si une partie de ces demandes ont été accueillies. Oui, c'est ça. Il faut expliquer. Parce que ce qui se passe, c'est que les étudiants, ils prennent l'arrêt et puis un étudiant m'aurait dit, oui, il a saisi le tribunal de grande instance des demandes tendant à la substitution son acte de naissance de la mention de sexe féminin à celle de sexe masculin ainsi qu'au changement de son prénom. Mais il faut expliquer. Il faut expliquer que cela n'a pas été accueilli au premier degré, donc en première instance, la raison pour laquelle il a fait appel, puisque la première demande a été acceptée pour laquelle il a fait appel. Voilà. L'instant, je l'ai dit, justement, non, il faut expliquer. C'est pour ça que j'insiste là. À partir de ce moment, quand le correcteur vous lit et voit que vous avez compris que le problème en première instance a été résolu à moitié, voilà. De suite, le correcteur est compris. C'est ça. Vous avez très bien compris. Donc, c'est comme ça qu'il faut formuler la thèse du demandeur. D'ailleurs, si vous voulez vous amuser, n'hésitez pas à chercher d'autres arrêts rendus et puis à essayer de coller ce que je vous ai, toute la méthodologie que je vous ai donnée. Vous ne vous tromperez pas. Ou au pire, si vraiment vous vous trompez, vous limiterez la casse. Donc, c'est ça. Clarisse. Donc, on continue. Alors, on a compris à ce stade quelles étaient les demandes de M. René X. On est d'accord qu'il a saisi le tribunal de grande instance pour que soit notifié son registre d'état civil en ce qui concerne le prénom et le sexe. Alors, c'est défendu par la cour d'appel. Parce que forcément, pour qu'il se pourvoie en cassation, notre cher ami René X, qui veut faire reconnaître son droit, c'est que sa situation telle qu'il se conçoit soit conforme à son état civil. Alors, je vous laisse à nouveau replonger le nez dans vos arrêts. Quelle est la thèse défendue par la cour d'appel? Je vais vous donner un élément qui permet d'identifier la thèse défendue par la cour d'appel. Au niveau du deuxième attendu, donc que l'arrêt attaqué confirmé. Là, ils disent confirmé ou alors à décider. Corinne, tu me suis? Sylvie? Donc, la thèse défendue par la cour d'appel se retrouve dans le deuxième attendu. L'élément qui vous permet de déterminer la thèse défendue par la cour d'appel serait que le tribunal a décidé que M. René X se prénommerait René mais a rejeté ses autres. Que l'arrêt attaqué. À ce stade, la cour de cassation parle de l'arrêt de la cour d'appel qui attaque M. René. Ça, c'est un élément qui doit vous tirer la thèse défendue par la cour d'appel. Là, je vous donne les éléments clés. C'est cette expression que l'arrêt attaqué. C'est ça, que l'arrêt attaqué a confirmé que la décision des premiers juges, c'est exactement ça, au motif que la conviction intime de l'intéressé d'appartenir au sexe féminin et sa volonté de se comporter comme tel ne saurait suffire pour faire reconnaître qu'il était devenu une femme. Et que le principe de qu'il soit tenu compte de ces transformations à l'aide d'opérations volontairement provoquées. Voici Sylvie. Voilà. Donc, l'arrêt attaqué, qu'a dit l'arrêt de la cour d'appel? Hein?
voyez que l'arrêt attaqué dit que eh ben, la seule conviction de M. René ne suffit pas à ce que l'on change la mention de son sexe sur son registre d'état civil 1. Et deuxièmement, que le principe d'indisponibilité de l'état des personnes s'oppose à ce que l'on fasse droit à sa demande. Bravo! Vous voyez, quand on a la méthode, c'est pas compliqué. Super! Oui, Vanessa. Vanessa a donné un peu de réponse, mais il faudrait que tu pousses à chaque fois. Il faudrait que tu pousses à chaque fois. Vous avez deux éléments qui ressortent dans la thèse défendue par la Cour d'appel. Elle dit, un, monsieur a une conviction, ça ne suffit pas. Deux, le principe de la disponibilité de l'état des personnes aussi interdit à ce qu'on fasse droit à sa demande. Vous avez du coup pu identifier la demande de monsieur. On a dit que la demande de monsieur, modification de son registre d'état civil, prénom et sexe. Alors, en première instance, l'éducation de son sexe. Il repart devant la cour d'appel, il interjette appel, et ce qui se passe, c'est que la cour d'appel confirme le jugement qui a été rendu, et elle sort deux éléments. Elle dit premièrement que sa seule conviction ne suffit pas, et deuxièmement, l'indisponibilité de l'état de personne ne permet pas qu'on fasse droit à sa demande. Jusque-là, vous me suivez? Corinne? Clarisse? Vous me suivez? Voilà. Vanessa? Oui. C'est clair? Si je vais trop vite, vous m'arrêtez. J'ai vraiment essayé de simplifier au mieux. Si je vais trop vite, vous m'arrêtez. Oui, c'est très clair. Voilà. Très bien, merci. Donc, on a compris, on a pu identifier la thèse, les demandes du demandeur, excusez-moi de me répéter, mais c'est tout ce que j'ai pu trouver, et on a pu identifier la thèse défendue par la Cour d'appel. Donc, forcément, vous aurez compris que le cinquième point, c'est donc comment identifier le problème juridique. En principe, vous verrez que ce travail qu'on a fait au préalable va nous aider à identifier le problème juridique clairement. Et là, suivez, parce que c'est le problème juridique qui fait tout. Accrochez-vous. Pour identifier le problème juridique, il faut confronter les prétentions du demandeur à la thèse de la Cour d'appel. Dites-moi les filles, est-ce que c'est pas logique? Ce que je viens de vous dire. Vous me suivez? J'ai pas de réponse. Clarisse, Vanessa, Corinne. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire ce travail préalable. Une fois on a identifié les prétentions du demandeur et qu'on a identifié la thèse de la Cour d'appel, il ne reste plus qu'à les confronter. Merci Vanessa, il y a comme une petite lumière qui s'allume dans mon cerveau. Merci Vanessa. Alors, je vous laisse donc 1 minute pour confronter les prétentions du demandeur à la thèse défendue par la Cour d'appel de Clarisse pour essayer de formuler le problème juridique. Je vous laisse 1 minute et demie. Normalement, Monsieur René, vous savez ce que dit la Cour d'appel et confronter. Alors, je vous rappelle les prétentions du demandeur. Il demande la substitution de son acte de naissance. Il demande deux choses. Mais ce qui pose problème de rien, c'est qu'il demande la substitution sur son acte de naissance de la mention sexe féminin au sexe masculin en raison de son transsexualisme. C'est à cause de ça qu'il va devant la Cour. Et il dit non, vous ne pouvez pas seulement accepter que je change le prénom, il faut aussi accepter que je change la mention de mon sexe. Alors, c'est ça. Ensuite, la thèse de la Cour d'appel, je la rappelle. La Cour d'appel nous répond.
Elle dit, hein, la conviction ne peut pas suffire à justifier sa demande. En plus, le principe de l'indisponibilité, les deux. Que demande monsieur? C'est ça. Que dit la cour d'appel? C'est ça. Alors, quel est le problème juridique à votre avis? Oh là là, je reviens parce que sinon vous allez voir. Et le formuler chacune avec vos mots. Très bien, Sylvie. Et là, tu formules un problème pareil. Allez, je veux aussi que Vanessa, essayez les filles. Corinne, Vanessa, Sylvie, Clarisse. Sylvie m'a dit, est-ce que la transformation physique et la conviction suffisent à constituer une demande de changement de sexe au registre de l'état civil? C'est une première formulation. L'idée est là, on retrouve le problème. Essayez. Mais ça, moi, je suis une correctrice. Je vois un problème comme ça. Je me dis, voici quelqu'un qui fait où il veut aller. Vanessa, est-ce que la transformation physique et la conviction suffisent à constituer une demande de changement de sexe au registre d'état civil? On peut encore pousser. C'est bien, mais on peut encore pousser. Il faut faire ressortir les concepts, ce sur quoi s'est appuyée la cour d'appel pour dire non. Ce sont des grandes, voilà. On peut encore pousser. Alors, moi, je regarde ce que moi j'ai mis. La transformation civile ne suffit pas pour un changement de sexe sur l'état civil, car c'est là, Corinne me donne une réponse, mais essaye de la formuler en question. Vous connaissez la thèse de Monsieur René. Je me sens comme une femme, j'ai été opérée, et donc je veux qu'on reconnaisse mon prénom et puis qu'on me change la mention de mon sexe. La cour d'appel dit, eh bien écoute, c'est très bien ce que vous dites, on l'entend, mais nous, on ne peut pas faire droit à votre demande. Il y a le principe de disponibilité qui l'interdit et votre seule conviction d'appartenir à ce sexe ne suffit pas. Donc là, voilà, Sylvie a formulé, mais la thèse de la cour d'appel ne ressort pas dans la problématique. Il faut carrément reprendre la thèse de la cour d'appel. Il faut qu'on retrouve les termes qui ont été employés. Il faut que vous retrouviez, il faut qu'on retrouve dans la formulation de votre problème juridique la thèse qui a été employée par la cour d'appel. La cour d'appel emploie deux principaux mots. Indisponibilité de l'état des personnes et elle emploie donc, il faudrait que quand vous formulez, cela ressorte. C'est justement, c'est ce qu'on... Oui, il faut le formuler. Alors, essayez de le formuler en reprenant les mots qu'a utilisé la cour d'appel pour dire non. Sur quoi s'est appelée la cour d'appel? Alors, monsieur René demande, je veux changer mon sexe. Et la mention de mon sexe sur mon registre d'état civil. La cour d'appel lui dit non, monsieur, vous ne pouvez pas passer l'interdit. Et il y a aussi le fait que votre seule volonté ne peut pas suffire à justifier votre demande.
Moi, je comprends, Vanessa. Alors, je vais vous montrer, moi, justement. Ce qui est bien, c'est qu'ensemble, on a pu identifier la thèse défendue par la Cour d'appel. Alors, moi, comment est-ce que je vais formuler le problème? Vous allez voir que c'est très simple. Est-ce que le principe d'indisponibilité de l'état des personnes s'oppose à la rectification de l'état civil d'un transsexuel, notamment en ce qui concerne la mention de son sexe? Vous avez vu? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis appuyée ce sur quoi la Cour d'appel s'est fondée pour dire non. J'aurais pu ajouter que le principe d'indisponibilité de l'état des personnes est la seule volonté pour une personne d'appartenir à un sexe s'oppose à la rectification de l'état civil d'un transsexuel, notamment en ce qui concerne la mention de son sexe. En fait, je sais, vous me suivez, vous voyez comment il faut formuler un peu le problème juridique? Merci Vanessa, c'est exactement ça. C'est ce que je vous disais, on confronte la demande de monsieur défendue par la Cour d'appel. Bon, là, je l'ai formulé parce qu'après, moi, je fais du droit. Voilà, c'est ça, Sylvie. C'est ce que je vous disais, comment il fait confronter carrément. C'est exactement ça. Il n'y a pas de secret, c'est ça. Et dès que vous avez confronté, c'est pour ça qu'il est important de faire un travail préalable. Ils en bâcle. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se contentent de... Ils n'essaient pas de comprendre. C'est pour ça que, justement, j'ai mis l'accent sur comment formuler le problème juridique. Une fois que vous avez identifié les prétentions du demandeur en premier plan et que vous avez compris la thèse de la Cour d'appel, vous confrontez. Mais là, vous voyez, c'est confronté. J'ai carrément confronté. J'ai confronté les deux. Est-ce que le principe d'indisponibilité de l'état des personnes s'oppose à la rectification de l'état civil d'un transsexuel? Et là, comme la Cour de cassation, elle lit le droit, on ne nomme, il n'y en a qu'une. Et quand elle rend une décision, donc quand elle rend un arrêt, elle le rend de façon à ce que ça devienne un grand principe. C'est pour ça que même dans la formulation, je ne dis pas est-ce que monsieur René, j'aurais pu le dire, hein, mais après moi, je le formule comme ça, j'ai 15 ans derrière moi, pour ne pas dire 20 ans, j'ai déchargé TD, j'ai appris cet arrêt en TD, je l'ai enseigné, c'est pour ça qu'il est aussi bien formulé. Mais même si vous aviez dit déjà les premiers éléments que Sylvie, tu avais trouvés, c'était très bien. À ce stade, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, on te donne des points. Tu as tes points. C'est d'être capable d'identifier la prétention du demandeur, la thèse défendue par la Cour d'appel, de confronter les deux. Mais attention, ça ne marche que dans le cas d'un arrêt de cassation. Hein? Je parle d'arrêt de cassation là. Arrêt de rejet, c'est autre chose. C'est une autre formule, c'est une autre façon de penser. C'est pas la même chose. C'était clair ou pas? Donc ça ne marche que pour un arrêt de cassation. Que le problème juridique, vous l'avez formulé comme ça, forcément le plan, puisque le plan répond. Oui Sylvie, on confronte la thèse de la Cour aux prétentions du demandeur. C'est ça. Une fois que vous avez formulé le problème juridique, forcément le plan qui doit être une réponse à la question posée à la Cour. Vous avez compris le problème juridique. Vous avez expliqué tous ces détails-là. Sur 20, l'introduction en elle-même, en ce qui concerne le commentaire d'arrêt, compte pour 8 points. Donc, même si le plan n'est pas forcément fourni, même si vous n'avez fait qu'un grand 2, vous n'avez pas forcément trop détaillé, le correcteur, il est content. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu mettre l'accent lors de ce webinaire sur comment identifier le problème juridique. Et là, ce n'était que la méthodologie
du commentaire d'arrêt. Donc, c'est un peu ma méthode de travail, ce que j'ai mis sur pied. Vous comprenez, les cours qu'on vous donne, ils sont très bien. Mais la formation que j'ai mise sur pied, c'est vraiment pour donner ces éléments-là qui permettent de gagner du temps. Donc, là, vous avez la solution de la Cour de cassation. Vous savez qu'elle a cassé, elle a annulé. Donc, elle a fait droit. Elle n'est pas allée dans le sens de la Cour d'appel. Du coup, que fait la Cour de cassation? Au visa de l'article 8, 9 et 57 du Code civil. C'est pour ça que dans un arrêt de cassation, elle vise déjà les articles sur lesquels elle va s'appuyer pour rendre sa décision. Là, quand vous parlez de la solution de la Cour de cassation, vous dites, elle répond par la négative au visa des articles du Code civil. C'est toujours comme ça, c'est la formule pour donner la réponse, pour expliquer la solution de la Cour de cassation dans un arrêt de cassation. Je suis claire ou pas? Elle conclut, la Cour de cassation conclut en disant que le principe d'indisponibilité de l'état des personnes ne fait pas obstacle à la demande de M. René. Vous avez des points, vous êtes tranquille, c'est bon. Sylvie, oui, je vois que Sylvie dit oui. Très bien. Voilà. Ça, c'est donc ma formation. Ce sont des éléments que vous trouvez. Moi, voilà, je ne refais pas le cours. Hein. Je vous le dis déjà, je ne refais pas les cours. Hein. Je donne des conseils. La méthodologie de travail. Le droit, c'est la méthode. Ça fait 15 ans que je fais du droit. Je vous ai dit. Je suis docteur en droit. J'ai fait Master 2 en droit. J'ai fait une licence de droit. J'ai fait école des avocats. J'ai été chargée de TD. Voilà. C'était ça. Donc, c'était un peu le but de mon webinaire. J'espère avoir été assez claire. Vraiment, pour m'encourager, parce que je le fais vraiment par passion. Moi, j'aime transmettre. Je suis passionnée par la transmission du savoir, par la motivation. Et j'ai un parcours tellement long. Moi, quand j'ai commencé les études de droit, on m'a dit tu n'y arriveras pas. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais on m'a dit dessus tu n'y arriveras pas. Pour plusieurs raisons. Avez-vous, oui, j'ai une astuce pour trouver le problème, mais déjà je finis. Quand j'ai commencé, on m'a dit tu n'y arriveras pas. C'est pas la peine, abandonne. Je travaillais à côté. Et quand je travaillais, je finançais mes études toute seule. J'avais pas de bourse, j'avais rien. J'ai dû en fait mettre sur pied une façon de travailler pour pouvoir gagner du temps et que j'ai mis sur pied cette formation et c'est comme ça que au départ j'ai commencé à le faire autour de moi, bénévole, ensuite une amie et après je me suis dit, on m'a dit ce serait bien justement de structurer ça. Donc voilà. Si vraiment vous avez envie, si vous voulez, enfin le but de ma force c'est de vous aider, vraiment de vous aider à réussir. Donc à vous offrir une méthode efficace et condensée pour vous organiser, vous faire gagner du temps et économiser une année de votre vie, mettre en place une organisation optimisée pour votre travail et vous donner surtout des conseils pertinents et ciblés pour vous permettre de réussir. Et en plus, à côté de ça, moi, je sais que ce qui m'aura manqué dès le début de mes études, c'est tout un module en rapport avec la confiance en soi. L'estime de moi, c'est des choses que je n'avais pas qui me faisaient douter. Donc, c'est un peu le but de ma formation. Et voilà, c'est une formation qui est 2h30. Elle dure 2h30, valeur de, voilà, 287 €, avec une séance de coaching de 1 heure en one-to-one. Bon, à côté de ça, je reste quand même disponible parce que ça me passionne vraiment. Et vous avez pas mal d'avis, de commentaires de ceux qui ont commencé à me suivre. Voilà. Et bon, j'avoue que là, c'est quand même une offre promotionnelle
possibilité de la régler en 3 mensualités et j'ai baissé, voilà, comme c'est Noël, c'est Noël, j'ai décidé de vous offrir un cadeau. J'ai baissé les tarifs parce que quand même j'ai eu le retour et puis bah voilà, je la fais à 217 € ou 3 mensualités qui feront 73 € chacune. Quoi qu'il en soit, voilà, vous avez le lien. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Je suis joignable sur la plateforme Julice Chrono. J'ai une page Facebook sur laquelle il serait bien d'aller me mettre des YouTube. Écrivez-moi et n'hésitez pas à vraiment à en parler. Abonnez-vous. La page Facebook, mettez des avis. Encouragez-moi, j'en ai besoin. Est-ce que vous avez des questions sur la formation? Est-ce que vous voulez en savoir un peu plus? Il y a un module prise de notes en cours. Il y a aussi un module sur la recherche de stage. Quand on n'a pas d'expérience dans le droit, qu'est-ce qu'on peut valoriser? Il y a un module je sais qu'il y a un module méthodologique sur le cas pratique, le commentaire d'arrêt, la dissertation. Il y a un module aussi confiance en soi. C'est la base de tout. Confiance en soi, estime de soi. Comment justement, enfin, c'est vraiment des conseils que j'ai condensés en une formation que voilà. Donc, n'hésitez pas à liker la page Facebook. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Il y a plein de surprises. Par suivi. J'espère avoir été assez claire et puis je vous dis donc à très vite. Merci. Au revoir. À bientôt.